Hey, comment ça va? Je vous retrouve pour une vidéo avec un sujet qui n'est pas le sujet le plus joyeux du monde, mais que je trouve intéressant quand même de parler. Si vous avez vu la vidéo de ma mère, vous savez de quel sujet je vais parler. Si non, vous l'avez vu au titre de la vidéo. Où aujourd'hui je vais vous parler de la ville martyre qui est Oradour-sur-Glane. Alors l'ancienne ville martyre, parce que forcément Oradour-sur-Glane a une nouvelle ville qui, si je ne me trompe pas, la guide nous a dit, a ouvert ses portes en 95. En 95, la nouvelle ville Oradour-sur-Glane a été ouverte et en fait elle a été construite sur le modèle de l'ancienne, c'est-à-dire avec l'église à l'entrée du village, tant de maisons en fait, enfin voilà, vraiment ça a été reproduit quasiment à l'identique l'une et l'autre. Pas forcément les mêmes matériaux, pas les mêmes maisons, étant donné que ça avait évolué dans le temps quand même. Il ne faut pas oublier que cette ville a été massacrée le 10 juin 1944. 1944-1995, il y a eu des changements quand même entre temps, l'électricité et plein d'autres choses. Du coup, on va commencer. Alors déjà, tout d'abord, on va parler du 10 juin 44. Et juste, on va parler avant 2 jours avant. Le 8 juin 1944, les SS de la Das Reich, voilà, des Allemands nazis, ont reçu un appel où ils devaient en fait faire une action forte pour dissuader le reste des Français de s'allier à la résistance. Et la veille, le 9 juin 1944, ils se sont installés dans Oradour-sur-Glane, un petit bâtiment. Et en fait, des collabos français, tout simplement, leur ont dit, telle ville, voilà, il n'y a jamais personne qui y allait. Ils sont entourés de maquisards. Donc les maquisards, c'était en fait des personnes de la résistance. Donc du coup, ils ont livré carrément Oradour-sur-Glane, sachant qu'il y avait plein en fait de réfugiés de la France occupée, de la Loire, enfin voilà. De la Lorraine, pardon. Très important que je vous dise ça. Et le 10 juin 44, du coup, à 14 h, la ville a été encerclée par les Allemands nazis et ils sont rentrés dans la ville. Ils ont dit à tous les habitants de se regrouper sur le champ de foire. Donc ce qu'ils ont fait, sauf des personnes qui ne pouvaient malheureusement pas bouger, en fait quand vous rentrez dans la ville, vous avez un premier bâtiment où vous pouvez rentrer, en fait c'était une ferme. Et en fait, il y avait une vieille dame qui vivait là. Sauf que cette vieille dame ne pouvait pas bouger. Les Allemands nazis, quand ils l'ont vue dans sa maison, ils l'ont tuée. Et ils l'ont balancée dans le puits. Voilà. Sauf que dans le puits, ils ont retrouvé d'autres corps. Donc, on s'imagine que c'était d'autres personnes âgées qui ont été tuées, mis dans le puits. Voilà. Le puits a été recouvert depuis. Les familles n'ont pas voulu en fait remonter les corps. Et ils ont préféré en fait les enterrer dans le puits et ils l'ont recouvert. Ce qui fait que ça s'appelle maintenant le puits des martyrs. Voilà. Continuons le chemin. Du coup, tout le monde est sur le champ de foire. Les enfants arrivent des écoles parce que oui, le samedi, avant, il y avait l'école. Donc, tout le monde est rassemblé. Les Allemands nazis, eux, disent, ils nous font 30 otages. Le maire discute avec eux. Il leur dit, écoutez, si vous voulez, vous prenez moi et ma famille en otage, mais les autres, vous les laissez tranquilles. Ils disent, non, il nous faut 30 otages. Bon. Il parle. Au moment où ça arrive que du coup, il prend tout le village en otage. Il sépare les femmes des enfants, qui les emmènent dans l'église, et les hommes, ils sont tous alignés le long d'un mur. Et donc les hommes se demandent ce qui va se passer, c'est pas normal, enfin voilà. Ensuite, les hommes ont été répartis dans 6 granges différentes. Le processus, là, vous allez voir quand même le côté pervers des Allemands nazis. C'était le même dans toutes les granges. À l'entrée de la grange, ils mettaient une mitrailleuse. La mitrailleuse tirait dans les jambes des hommes, donc les hommes étaient par terre. Et ensuite, ils rajoutaient du foin, enfin tout ce qui était un combustible, et ils mettaient le feu à la grange. Autrement dit, les hommes étaient brûlés vifs. Donc ils souffraient. Les familles du coup ne pouvaient pas après retrouver les corps parce qu'ils étaient carbonisés, donc méconnaissables. Parce que pour les Allemands, pour eux, en fait, les Allemands nazis, je parle pas des Allemands de maintenant, mais les nazis, pour eux, s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de preuve qu'il y a eu un meurtre. Voilà. Sauf que on a retrouvé les cendres, on a retrouvé des os,
Donc, il y avait des preuves. Bref, donc ça, voilà. Ensuite, dans l'église, cela, je n'ai pas parlé des survivants pour l'instant. Juste de ce qui s'est passé. Après, je vous parle des survivants, ceux qui ont échappé, bref. Dans l'église, ensuite, ils ont fait rentrer donc les femmes et les enfants. Mais il y avait beaucoup de femmes et d'enfants. Personne, il n'y avait pas tout qui rentrait dans l'église. Parce que l'église est assez petite quand même. Bah du coup, pour faire rentrer plus de monde, qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands nazis? Ils ont tiré sur les corps. Voilà. Ils ont tiré sur les corps pour faire rentrer le plus de personnes possible. Une fois que tout le monde était posé, enfin était dedans, déjà ils avaient posé une bombe en plein milieu au niveau de l'hôtel. Ils ont fermé la porte à clé. Ils ont lancé des grenades par les fenêtres pour déclencher cette fameuse bombe. Quand cette bombe s'est déclenchée, en fait, il y a une grande lame de feu qui en fait a brûlé toute la nef. Voilà, ça a brûlé que le devant. En fait, si vous voulez, les chaque côté n'ont pas été touchés par les flammes, pas du tout. Il y a le confessionnal qui est toujours intact d'époque de 1944. Vraiment, il est toujours intact. Mais en fait, c'est toute la nef qui a brûlé avec la cloche. La cloche a fondu. Sachant que quand même, pour la fondre, il faut une grosse température. Et les autres qui n'ont pas été brûlés, comment ils sont morts? Bah aussi, c'était une bombe qui avait du feu, mais aussi de la fumée asphyxiante. Donc ils sont morts par asphyxie. Voilà. Donc ces corps-là ont été retrouvés indemnes. Du coup, ils ont été retrouvés normal, quoi, on va dire. On voyait qui c'était, on pouvait dire qui c'était. Les familles pouvaient voir le corps de leur défunt. Donc du coup, voilà. Ça, c'est ce qui se passait. Et puis après, ils ont mis le feu à toutes les maisons. Voilà. Ils n'ont pas fait attention. Allez, on met le feu à toutes les maisons. Toute la ville va brûler. Comme ça, on est tranquille. Et maintenant, on va parler du coup des survivants. Alors, il faut savoir déjà que, avant de parler des survivants, Oradour-sur-Glane était une ville quand même assez prospère. C'était une petite ville agricole où il faisait bon vivre. C'était vraiment une petite ville tranquille qui a vécu au début de la guerre tranquillement, vraiment. Elle a vécu tranquillement, elle servait de ville refuge justement pour les Lorrains, pour les Français qui étaient de la France occupée, des Espagnols, enfin voilà, c'était vraiment la ville refuge. Et une ville très prospère, il y avait beaucoup de commerces, il y avait une boucherie, une boulangerie, il y avait aussi la gare, il y avait une épicerie, il y avait la poste, voilà, il y avait vraiment plein de trucs. La gare en fait c'était l'ancêtre du tramway, voilà. Et en fait, cette ville ravitaillait les grandes villes. Sur les grandes villes, à l'époque, pour se nourrir dans les grandes villes, c'était compliqué. La petite ville, à la campagne, avec des animaux, l'agriculture, c'est le jackpot. Donc, Limoges, Saint-Junien, venaient à Oradour-sur-Glane pour se ravitailler. Ce jour-là, forcément, c'était le jour du ravitaillement. Et oui. Ce qui veut dire que dans les victimes, à Oradour-sur-Glane, il n'y a pas que les habitants de la ville, il y a aussi des habitants d'autres villes qui sont morts ce jour-là. C'était des habitants de Limoges, de Saint-Junien, d'une autre grande ville qui venaient juste se ravitailler. Pas malheureusement, ils sont tombés le mauvais jour parce qu'ils ont été tués. Et à contrario, vous avez des habitants d'Oradour qui étaient à Limoges, par exemple, pour travailler. Donc du coup, ils n'étaient pas là ce jour-là. Et juste avant, quand les Allemands sont arrivés, parce qu'il faut savoir qu'ils sont arrivés à 14h, à 16-17h, c'était fini. Il n'y avait plus personne qui était vivant, voilà. Ils avaient complètement rasé la ville, c'est bon. Ils ont vraiment agi méthodiquement, c'était déjà préparé dans leur tête, ils avaient fait le plan, voilà. Donc, quand les Allemands nazis ont commencé à arriver, 20 personnes ont réussi à s'enfuir de la ville. 20 personnes se sont enfuies, ils ont réussi. Ensuite, c'est un petit Lorrain, c'est pour ça que je vous dis, parce que dans cette ville, il y avait 4 écoles. Il y avait la crèche, l'école des filles, l'école des garçons, l'école des Lorrains. La maman de ce petit garçon de 8 ans lui a dit « Si jamais un jour tu vois des Allemands nazis, tu t'enfuis. Tu n'écoutes personne, tu t'enfuis. » Le petit garçon a vu des Allemands nazis. S'est rappelé ce que sa maman lui a dit. Il s'est enfui de l'école. Les Allemands ont vu un petit courir. Il est passé en fait près d'un fleuve. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, elle nous a dit le nom. Ils l'ont tiré dessus. Le petit a fait semblant qu'il était touché, qu'il était mort. Vraiment, l'intelligence du petit, vraiment. Les Allemands nazis sont allés voir. Ils lui ont donné des coups de pied dans la tête, dans le ventre, dans le dos, dans les jambes.
Le petit n'a pas bougé d'un pouce. Le petit faisait vraiment comme s'il était mort. Et pourtant, ça devait faire méga mal au niveau de la tête et tout. Le petit n'a rien dit. Les nazis, croyant qu'il était mort, sont partis. Heureusement qu'ils ne lui ont pas tiré dessus, parce que là, il serait vraiment mort pour le coup. Dès qu'ils sont partis, le petit s'est relevé, il est parti, il est allé vers la ville voisine. Un petit de 8 ans, vraiment. Le petit a une intelligence que même nous, les adultes, n'aurons pas eu. Enfin, n'auraient pas eu. Ensuite, on parlait d'une survivante, une femme qui était dans l'église, qui s'appelle Marguerite. Je n'ai plus son nom de famille, mais elle s'appelle Marguerite, je sais son prénom, ça m'a marqué. Marguerite était donc une des femmes qui était dans l'église, et donc elle a vu une de ses filles brûler vive, et une autre, une balle dans la tête. Voilà, déjà. En fait, déjà, quand vous rentrez dans l'église, vous voyez des impacts de balles au niveau de l'entrée. Voilà. Faut bien vous mettre ça dans la tête qu'on voit les impacts de balles, en fait. Donc du coup, voilà. Une fois qu'ils avaient lancé la bombe et tout, Marguerite voit derrière l'hôtel un escabeau. Donc elle y va. Elle se dit qu'il tente rien à rien. C'est soit je reste ici et je meurs, soit en fait je meurs en essayant de me sauver. Elle a sauté par le grand vitrail. Les Allemands qui entouraient l'église ont vu une femme se jeter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré dessus. Malheureusement, ils l'ont pas tuée. Bon, elle a atterri quand même, il y a eu vraiment une grande hauteur, il doit avoir entre 5 et 7 mètres, je crois, de haut. Donc du coup, quand elle est arrivée, autant vous dire qu'à mon avis, les jambes étaient mortes. Mais après, elle a réussi à ramper et se cacher dans le jardin du presbytère, dans un champ de petits pois. Elle a réussi à se cacher là. Elle faisait pas de bruit jusqu'à ce que 2 jours plus tard, les secours font le tour de la ville. Elle fait du bruit pour se faire repérer, ils viennent la chercher. Elle a resté 1 an à l'hôpital pour se faire soigner. Tellement ses blessures étaient graves. Mais à l'époque, pareil, quand vous étiez survivant, vous ne disiez pas que vous venez de Radour-sur-Glane. Il y avait encore des collabos français qui auraient pu vous balancer aux Allemands nazis. Donc, vous fermez votre bouche, vous ne pouvez même pas parler de votre histoire, vous ne pourrez rien dire sur ce que vous avez vécu. C'est ça qui est horrible aussi. Ensuite, nous allons parler des survivants hommes. Dans une grange, il y en a eu 6. Ces hommes-là, pareil, même truc, mitrailleuses, ont brûlé les corps. Ils étaient sur les corps qui commençaient à brûler les corps du dessus. Sauf que les Allemands nazis n'avaient pas vu une porte dans le fond de cette grange. Ils se sont décalés vers la porte. Ils l'ont ouverte, ils se sont barrés. Et en fait, ils faisaient le tour des maisons. En fait, c'était un pâté de maisons. Ils faisaient le tour des maisons. Mais les maisons, les unes après les autres, brûlaient. Si les Allemands nazis mettaient le feu aux maisons. Et ils se sont dit à un moment, faut qu'on parte. On ne peut pas rester ici, on va finir par brûler en fait. Profitant de toute la fumée qu'il y avait, parce que la ville était vraiment enfumée, ils ont dit, on tente le tout pour le tout. On traverse la rue et on verra bien. Ils ont traversé la rue. Un n'a pas suivi. Les 5 ont passé par-dessus la barrière, enfin une clôture, enfin comment dire, un mur en pierre, voilà, ils sont passés par-dessus, ils étaient après dans le jardin public. Donc ils se sont cachés sous les buissons, les trucs comme ça. Mais le 6e, il les a pas suivis. Le 6e, il s'est dit, je vais aller direction au cimetière, je prends cette rue-là. Ouais. Il s'est fait voir, il y a des Allemands nazis qui l'ont vu, ils l'ont tué. Et d'ailleurs, quand vous visitez ce village, vous voyez une stèle où il y a marqué, ici a été retrouvé le corps de, alors je ne me souviens pas de son prénom, mais Poutaro, c'est son nom, de Monsieur Poutaro. C'était le garagiste du village. Voilà, c'est important de le dire. Donc du coup, voilà. Lui, malheureusement, n'a pas survécu. Mais vous avez quand même 6 survivants de ça. 6 survivants pendant des années qu'ils ont fait des cauchemars, parce que vous revoyez la scène sans arrêt en fait en tête. Et d'ailleurs, Marguerite a toujours dit que le jour où elle ne serait plus en vie, déjà, elle a été enterrée à Oradour-sur-Glane, et elle a dit qu'elle ne voulait pas de fleurs, et qu'elle ne voulait pas de date de décès. Elle a dit parce que pour moi, ma vie s'est arrêtée le 10 juin 1944. Donc, vous visitez la ville, nous on a fait la visite guidée, comme ça on savait toute l'histoire que je vous raconte, avec notamment le procès qu'il y a eu, parce qu'en fait dans le procès il y avait les malgré eux. Les malgré eux, c'est des jeunes Alsaciens qui ont été enrôlés dans les forces allemandes, mais qui ne voulaient pas. Voilà. Quand il y a eu le procès, ils ont été condamnés du coup,
Et il y a 7 nazis aussi qui ont été interpellés et qui ont été aussi, comment dire, ont été jugés, dont un à perpétuité. Sauf que les familles alsaciennes n'étaient pas d'accord avec le jugement. Ils ont dit non, on n'est pas d'accord, nous on veut que les Alsaciens, les jeunes Alsaciens soient libérés, c'est des victimes aussi, c'est pas eux qu'on choisit et tout, bref. Le juge ne voulait rien entendre, il a dit non, on changera pas le verdict. Ah, ils n'ont pas voulu. Bah, l'Alsace a menacé la France que si jamais ils ne voulaient pas libérer les jeunes Alsaciens, l'Alsace allait prendre son indépendance. La France, à ce moment-là, ils ont bataillé pour récupérer l'Alsace, ils ne voulaient pas la perdre. Donc, ils ont fait passer la loi d'amnistie et ils ont tous été libérés, y compris les nazis. Voilà. Quelques années plus tard, le nazi qui devait être jugé justement à perpétuité, à être condamné, il était en France, il a été arrêté par rapport à ce qu'il avait fait. Parce que c'est un crime de guerre, qui même est un crime contre l'humanité, mais bon, bref, ça, je vous en parlerai après. Cet Allemand nazi-là, du coup, a été jugé en France. Il y avait les familles, du coup, et les survivants d'Oradour qui étaient là. Il les a regardés. Et non, mais vous voyez quand même comment il était. Ah, moi je l'aurais. On dit moi je l'aurais tué, mais ça se trouve on n'aurait même pas eu le courage, mais vraiment on aurait été abasourdis comme eux. Il les a regardés, il leur a dit si vous êtes là, c'est que j'ai mal fait mon boulot. Voilà. Voilà ce qu'il a sorti. Même pas un pet de remords ou quoi. Voilà. Bon, il a été jugé, maintenant il est mort. Voilà. Je sais pas que s'il a été jugé et tué, maintenant, ici en France, on n'a pas la peine de mort. Mais voilà. Oui, du coup, je disais que du coup, ça a été un coup dur aussi pour les familles des proches, pour les survivants, de ne pas avoir eu en fait un vrai jugement. Et en fait, ça a été considéré comme un crime de guerre. Sauf que, pour la plupart des gens, c'est un crime contre l'humanité. Une ville entière a été tuée, a été massacrée, parce que c'est vraiment un massacre. Genre, vouloir tuer toute une ville. Surtout que dedans, il y avait donc des bébés de 12 jours, 3 mois, 6 mois. Ça, vous voyez les âges au niveau du tombeau des martyrs, c'est vraiment genre... C'est pesant. Déjà, la ville, vous ressentez qu'il y a eu quelque chose d'horrible qui s'est passé. Mais le tombeau des martyrs, vraiment, c'est limite, vous voulez pas pleurer en fait quand vous voyez ça, parce que c'est horrible. Quand vous voyez l'âge des gens, des enfants, comme on a vu, il y a un monsieur qui avait 73 ans. On dit ouais, il a bien vécu, mais il aurait mérité de mourir avec sa famille, de mourir de vieillesse, entouré de ses proches, chez lui. Pas tué comme ça. C'est inhumain. Et quand vous voyez l'âge, genre même des enfants de 3 ans, 7 ans, 10 ans, c'est vraiment, je vous jure, que j'avais limite envie de pleurer. Quand j'ai vu l'âge des gens, j'étais à 2 doigts de pleurer. Parce que pour moi, surtout les enfants, des bébés, c'est des êtres innocents qui n'ont rien à voir avec la guerre et que je comprends pas pourquoi on les a tués. Même tuer des hommes, des femmes, tuer des humains tout court, c'est horrible. Et là, c'est tout un village qui a été tué. C'est même pas genre quelques personnes, c'est un village entier qui a été tué. Des hommes qui sont partis travailler. Ils rentraient, ils pouvaient même pas rentrer dans la ville. Les nazis leur ont empêché de rentrer dans la ville. Il leur a dit, vous faites demi-tour, vous partez. Ils ont même pas pu voir. Ils ont vu que la ville était en feu, mais ils ont rien pu faire. Ils ont perdu leurs femmes, leurs enfants. C'est horrible. Comme il y a une jeune femme, une femme, qui envoyait sa fille chez ses parents à Oradour pour les vacances. Sa fille, du coup, a fait partie des victimes d'Oradour-sur-Glane. Donc ce jour-là, cette femme a perdu ses parents et sa fille. Et Dieu sait qu'elle a dû s'en vouloir d'avoir envoyé sa fille là-bas. Mais qui aurait pensé qu'il se serait fait attaquer et qu'il se serait fait tuer? Vraiment, quand vous allez voir les photos, ça ne sera pas dans l'ordre de ce que je vous ai raconté, mais quand vous allez voir les photos, vous voyez les maisons, vous vous dites en fait c'était des belles maisons. Ça ressemble plus à rien. La tempête de 99 n'a rien arrangé parce que les murs du coup se sont écroulés encore plus.
dans 20 ans, il n'y aura plus rien en fait. Comme elle a dit, bientôt, il n'y aura plus cette perspective de 3D. Les murs du fond se seront effondrés. Ils essayent de rénover au maximum qu'ils peuvent, de rester, bien sûr, de respecter en fait l'architecture et de respecter comment dire, de pas faire quelque chose de trop moderne. Ils essayent de faire, voilà, mais ils peuvent pas tout faire. 300 000 euros par an, ils ont dit ça suffit pas pour faire tout. Là, un généreux donateur a donné pas mal d'argent, ils ont pu mettre les échafaudages pour continuer à faire des rénovations, mais c'est pas assez, donc du coup vous pouvez faire des dons. Il y a des dons qui sont disponibles. Du coup, comme je vous dis, vous pouvez faire une visite guidée et ensuite vous avez en ce moment, je pense que ça va bientôt terminer, mais il y a un musée temporaire en ce moment où c'est marqué les objets en héritage. C'est des familles de survivants qui ont passé des objets qu'ils avaient chez eux et qui sont exposés. Et il y a aussi des objets qui étaient dans la crypte, parce que forcément vous avez une crypte juste avant d'aller dans le cimetière, vous avez une crypte où vous avez des objets qui sont en fait dedans. Voilà, des objets qui ont été retrouvés dans les maisons, qui ont été mis dedans. Comme des familles qui ont récupéré des objets qui étaient dans les maisons, qui les ont récupérés pour avoir un souvenir et tout. Et donc du coup, voilà, vous pouvez en fait voir tout ça. Et notamment, des boîtes à souvenirs, des trucs comme ça, des clés de maison. Et la phrase, moi, qui m'a percutée, c'est quand vous voyez les clés. Il y a une photo d'une des clés des maisons qui en fait, ils disent que cette clé, c'est une photo parce que le propriétaire de cette clé ne s'en sépare jamais. Il a toujours avec lui cette clé. Et après, vous voyez les autres clés. Et il y a marqué, il y avait bien les clés, mais il n'y avait plus les portes. C'est vraiment la phrase qui m'a percutée. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai fait wow. Cette phrase-là, elle vous touche direct. Il y avait bien les clés, mais il n'y avait plus les portes. Ça veut tout dire. Donc, au total, il y a eu quand même 642 personnes assassinées. Vous avez aussi au centre de la mémoire, qui a été ouvert, je crois, en 97, si je me trompe pas. Vous avez en fait, juste avant d'entrer dans la ville, vous avez une grande galerie où il y a plein de photos. En fait, c'est des photos, il y en a, il n'y a pas de photos, hein, mais c'est toutes les photos avec les noms, les prénoms et l'âge des personnes qui ont été assassinées. Et je peux vous jurer que là, vous voyez le visage. Vous dites, putain, là, vous voyez le visage des gens. C'est bien parce qu'au moins, on n'a pas juste le nom et le prénom, on voit les personnes. Comme par exemple, le dernier survivant, là, qui était encore en vie, est décédé l'année dernière, en 2023, à l'âge de 99 ans. Mais il faut se dire que cet homme-là, il a dû faire des cauchemars toute sa vie. Il a dû se réveiller la nuit en sursaut. Parce que c'est horrible. Il a perdu sa femme, ses enfants. Je sais pas quel âge il avait quand ça s'est passé, mais il devait être quand même assez jeune. Mais c'est horrible. Donc, la Croix-Rouge française, a été missionnée 2 jours après le drame, du 10 juin 1944, pour récupérer et identifier les corps des victimes, du coup. Lorsque ça a été possible, leur donner une sépulture, et ils ont rassemblé en fait les cendres de l'église. Et au départ, l'État leur a dit, ouais, on fait une crypte, vous pouvez mettre les cendres et tout ici. Et ils ont dit, non, on va pas rassembler les cendres là où vous avez dit. Vous n'avez pas jugé les gens qui ont été responsables de ça. On va pas accepter ce que vous nous donnez. Du coup, ils ont fait leur propre truc. Leur propre petite urne et tout avec toutes les cendres. Après a été fait le tombeau des martyrs, où vous avez 3 cercueils en verre. Dedans, en fait, il y a des cendres et il y a des os. Voilà. Comme il y en a plein qui ont dit que il y a eu, par exemple, un bébé crucifié sur la porte de l'église. Non, c'est faux. Il n'y a pas eu de bébé crucifié sur la porte de l'église, étant donné que les portes ont brûlé avec l'incendie. Et pareil, ils ont dit, oui, mais en fait, ils se sont trompés de ville, c'est pas ça qu'ils voulaient, les nains. Si. Je vous ai dit, c'est à cause des collabos français. Cette ville-là, ils avaient prévu d'y mettre fin à tous les gens qui étaient dans cette ville. Même des gens qui n'habitaient pas cette ville. Il y avait des personnes, on les tue. Voilà. C'est ça qu'ils avaient en tête.
Et donc depuis le tramway qui relie donc Limoges à Oradour-sur-Glane, il y a 2 hommes qui ont aperçu leur maison qui était bien en fumée. Et ils sont rentrés quand même dans le village du coup, parce que c'était encore en fumée, mais il n'y avait plus le feu, vu que les secouristes étaient passés, donc ils sont quand même rentrés dans le village. Et ils ont découvert un paysage d'apocalypse, qui était plongé dans un silence de mort, vraiment. Et il n'y avait en fait plus personne qui vivait. Toutes les maisons, en fait, toutes les maisons étaient brûlées, le toit n'y était plus. Ils ont vraiment tout brûlé. Même pas un bâtiment qui était intact. D'ailleurs, vous verrez les photos. La poste, la gare, tout a été brûlé à l'intérieur. Il n'y a plus rien qui était tout. Donc ces 2 hommes, ils étaient en état de choc, hein, forcément. Il y en a un qui était à peine sorti de l'adolescence. Donc il a perdu sa mère et ses frères et sœurs, certainement. En fait, il était dans une école à Limoges. Ce qui fait que ce jour-là, ce samedi-là, lui, il était à l'école. Il n'était pas, en fait, à Oradour. Dans un sens, tant mieux, parce que sinon, il aurait été tué. Heureusement ou malheureusement, il est toujours en vie. Enfin, je sais plus s'il est toujours en vie, hein, mais voilà. Donc du coup, le 13 juin au matin, les équipes de secours se sont rendues à Oradour-sur-Glane. Donc il y avait forcément avec eux des cercueils, des outils pour essayer de tout retrouver. Ils ont mis des gants en caoutchouc, des blouses, des masques. Et d'ailleurs, vous avez une voiture qui est le symbole d'Oradour-sur-Glane, en fait, qui a été retirée par les secouristes pour en fait aller chercher les corps. Cette voiture les gênait. Ils l'ont pris, ils l'ont déplacée, ils l'ont posée. Et ils ont été chercher les corps. Sauf que cette voiture n'a jamais été bougée de place. Et il restait à cette place. Et c'est le symbole d'Oradour-sur-Glane. Voilà. Donc ils ont pu quand même identifier certains corps grâce aux papiers d'identité qu'ils portaient sur eux à ce moment-là, ou avec leurs bijoux qui étaient placés, du coup après ils étaient placés dans des cercueils, et les autres ont été transportés vers des fosses communes. Voilà. Attendez, je reviens, voilà. C'est mon papa que vous avez entendu. Et du coup, il y avait des corps en fait qui étaient dans un état. Par exemple, le puits là que je vous ai dit des martyrs, l'état des corps était vraiment dans un état horrible, et du coup ils ont préféré avec les familles laisser les corps dans le puits qui était refermé, qui a servi de sépulture du coup. Il y a juste 10% des 642 victimes qui ont pu être identifiées. Voilà, ce qui est horrible quand même. Et ils ont duré, en fait, les recherches ont duré 8 jours pour essayer de trouver tous les corps qu'il y avait dans la ville. Notamment dans une boulangerie où ils ont trouvé 2 corps calcinés. Donc ils ont supposé que c'était le boulanger et son commis, malheureusement, voilà. Et il y a eu entre 140 et 170 secouristes qui ont été mobilisés ce jour-là pour essayer de tout trouver, enfin de trouver du monde. Et en fait, il y avait vraiment, par exemple, dans l'église, il y a un des secouristes qui a dit ce n'était plus qu'un tapis de cendres, nous en avions jusqu'aux genoux. Nous les ramassions à la pelle pour tenter d'identifier chaque objet retrouvé et mettre à part les fragments d'os. Nous avions la certitude que tous ces gens avaient été tués à l'intérieur de l'église. On saura plus tard que ces cendres étaient constituées à 80% de cendres humaines. Nous avons notamment récupéré une boucle d'oreille appartenant à la fiancée d'un jeune secouriste et les lunettes d'un petit garçon. Je pense que quand vous retrouvez ça, à mon avis, là, votre cœur, il prend un sacré coup. Donc les preuves du massacre, étaient partout, hein, parce que les murs, il y avait des impacts de balles, la caisse contenant la bombe, voilà, c'est une bombe au gaz, voilà. Hein. Donc encore quelqu'un qui dit, voilà, 2 femmes ont tenté de fuir par les vitraux. L'une d'elles a succombé à sa chute. Tous ceux qui auraient pu échapper aux tirs des soldats ont succombé aux flammes ou ont péri écrasés par l'effondrement de la toiture. Oui, Marguerite, elle, a survécu, mais la femme, en fait, a voulu la suivre avec son bébé. Elle a jeté son bébé par la fenêtre, malheureusement, le bébé n'a pas vécu. Et elle aussi a voulu le jeter, mais malheureusement, elle a été tuée. Le secouriste, du coup, dit « Le soir, en rentrant chez mes parents, j'étais incapable de dire un mot, tant j'étais sous le choc.
ma mère qui m'aidait à me dévêtir brûla un jour tous mes vêtements, tant l'odeur était insoutenable. Je pense pour ces jeunes secouristes qui ont été là-bas, je pense que ouais, ça a dû être horrible de voir ça, de voir comment l'humain peut être méchant, comment l'humain n'a pas de cœur en fait, et comment il y a pu avoir tout ça qui a été fait, un massacre pareil. Donc je me doute que ouais, c'était assez dur. Malheureusement, on ne le saura pas parce que on n'a pas vécu ça. Et je sais qu'il y a du coup le général Charles de Gaulle qui est arrivé quelques jours après et qui a demandé à ce que la ville reste dans l'état qu'elle est, de ne toucher à rien, de laisser la ville Oradour-sur-Glane telle qu'elle est. Voilà. Après, donc il y a eu les 80 ans là, le 10 juin. Il y a eu les 80 ans de ce malheur. Et ouais, voilà. Donc après, voilà, au centre de la mémoire, justement, vous avez donc sur le site Village Martyr, récit du massacre, où ça vous résume un peu ça. De la Waffen-SS Das Reich. Voilà, j'arrive pas à le parler parce que je parle pas allemand. et oui, donc du coup, voilà, ça vous raconte vraiment tout. Ça vous raconte vraiment tout le parcours. Vous avez des vieilles images et tout, mais ça vous raconte vraiment tout le parcours, en fait, du massacre qui était préparé, justement. Et vous pouvez, voilà, vous voyez tout ça. Donc, en fait, il n'y a même pas 642, il y en a 643 victimes. Et ouais, franchement, je vous invite vraiment à aller là-bas pour déjà faire un travail de mémoire. Et vraiment, je vous invite à y aller et prendre la visite guidée parce que vous apprenez beaucoup plus de choses. Vous pouvez visiter la ville martyre comme ça, mais vous n'avez pas l'histoire avec. Moi, je sais que là, c'était de juillet jusqu'au 30 août, il y avait la visite guidée. Donc, on l'a fait avec mon père et mon frère. Et waouh! À la fin de la guide, justement, quand on nous dit ça, qu'elle nous parle de ça, du nazi, là, ce qui a dit si vous êtes là, c'est que j'ai pas fait mon boulot. Elle avait limite les larmes aux yeux, la guide. Vraiment. Et franchement, elle a super bien tout raconté. Vraiment, genre, c'était... Franchement, cette guide-là, son travail était trop bien. Et je vous invite à faire ça si vous pouvez faire une visite guidée de ce village martyr pour apprendre toute cette histoire. Je vous invite vraiment à le faire parce que dites-vous que dans 20-30 ans, il y aura, ça se trouve, plus aucune maison qui sera debout, ou la plupart des maisons seront par terre, n'auront pas tenu debout. Vous avez plein de choses qui essayent de retenir les murs pour pas qu'ils tombent. Mais je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à y aller quand vous pouvez, à aller en Charente, à Oradour-sur-Glane, au village martyr. Bon, il faut savoir que le parking est payant, c'est 4 €. Et l'entrée est payante aussi. Après, ça dépend, vous payez plus ou moins cher, suivant combien de personnes vous êtes. Si vous prenez la visite guidée, nous, pour la visite guidée, par exemple, pour 3, on a payé 42 €. Mais bon. Et après, vous avez aussi un petit parcours où vous pouvez voir des petits films météo qui vous expliquent aussi tout. Par exemple, vous pouvez aller voir d'abord, par exemple, les petits films et tout, et après aller voir le village martyr. Comme ça, vous savez l'histoire. Mais nous, on a préféré la visite guidée. Ça a duré 2h30 à peu près. Mais 2h30 où en fait, vous vous ennuyez pas. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer parce que elle vous raconte dans tout le village. Et après, vous visitez le village comme vous voulez. Et donc, du coup, on a fait vraiment le tour de tout le village, des trucs qu'on n'avait pas pu voir et tout. Et je peux vous jurer que vous emmenez par l'âge quand même. Vous n'êtes pas là à faire yeah, pump it up et à rigoler. Non, vous dansez pas, vous rigolez pas. Vous savez que là, vous foulez des terres que les nazis ont foulées. Que les gens, ces défunts, marchaient là. Ils vivaient. Voilà. Et ils sont plus là. Et vraiment, ils ont été massacrés. Ils ont souffert. C'est dur. Voilà. Pour ma part, j'ai fini de vous raconter ça. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vous mettrai des photos. J'essaierai de... Alors, je vais pas vous mettre toutes les photos parce qu'il y a des photos où il y a mon père qui est dessus. Voilà. Toutes les photos que j'ai prises, en fait, il était quasi dessus. Donc, du coup, voilà, je mettrai pas ces photos-là. Mais, voilà, ce ne sera pas dans l'ordre de ce que j'ai raconté. Mais vous verrez les photos que je vous mettrai. Sur la vidéo de ma mère, vous avez quelques photos aussi quand elle parle d'Oradour-sur-Glane qu'on y a été. Et vous avez les légendes. Donc, vous pouvez aller voir sa vidéo aussi au passage d'Oradour-sur-Glane où vous avez les légendes aussi des photos.
c'est pas plus mal. Moi, je vais essayer quand même de mettre des légendes pour pas vous laisser comme ça quand même, mais ça sera pas les photos. Par exemple, quand je parle de Monsieur Poutaro, bah, il y aura pas forcément la photo de son garage en fait. Voilà, parce que bah, j'aurais pas mis la photo à ce moment-là. Voilà. Sur ce, je vous souhaite quand même une bonne soirée. Vraiment, je vous invite à aller à Oradour-sur-Glane avec vos enfants, vos petits-enfants, vous-même tout seul ou avec des frères, des sœurs. Vraiment, c'est très important de faire ce travail de mémoire. Se dire que ces maleureuses personnes, ces martyrs, voilà, faut pas qu'on les oublie. Faut pas qu'on oublie en fait qu'il y a tout un village qui a été massacré, qu'il y a 643 personnes qui ont été tuées. Et dont des personnes qui n'habitaient pas à Oradour. Voilà. Je vous souhaite du coup une bonne soirée, ou une bonne journée, ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.